salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier officiel numéro de Critical Book parce qu'on avait eu un pilote, rappelez-vous, il y a quelques mois et grâce à votre soutien, grâce aux vues, grâce au karma de jeuxvideo.com, on se retrouve et d'ailleurs c'est la rentrée des classes, comme vous pouvez voir, Trugs, Frédéric Lu m'a offert mon coloriage, coloriage Candy Crush. Ça sera pas le livre du jour, parce que comme d'habitude on est sur Critical Book et comme vous le savez, on va discuter jeux vidéo bien entendu, mais autour d'un livre, de livres, peut-être même au pluriel. Et donc pour ce faire, je vais déjà faire un petit tour de la table avec mes invités. Donc on a tout en face de moi Julie Châtaine, récente maman, joueuse. Salut Julie. Salut Mehdi, enchanté, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. J'ai juste à côté de moi Fatia. Salut Mehdi. Et Étienne Mineur des éditions Volumique. Alors ça peut intriguer comme ça, donc Volumique, comme ça on va tout de suite rentrer dans du livre, pas celui dont on va parler aujourd'hui. Ça permettra de te présenter très brièvement Étienne. Et puis en plus on a un petit support et vous allez avoir en plus une vidéo en complément pour savoir ce que c'est un petit peu les éditions Volumique. Vu que tu es là avec nous, tu peux en parler dans la foulée. D'accord, rapidement alors. Oui, bien ça sûr. va être dur pour moi. Volumique, en gros, on fait des jeux vidéo en papier. Voilà, c'est ça le but. En fait, on adore les jeux vidéo, on vient plutôt tous du numérique et on adore le papier objet, le livre. Et on a décidé, il y a 5-6 ans, de revenir tous au papier. Mais on avait appris 2-3 trucs depuis ces 20 dernières années avec le numérique et on essaye de faire cohabiter les livres en papier et les objets numériques. Donc voilà, par exemple, il y a un exemple, vous voyez à la télé, ce sont des petits livres pour les enfants, c'est à partir de celui-là, c'est 5-6 ans. La Maison Fantôme. Maison Fantôme, vous avez un vrai petit livre qui raconte une histoire de ces petits fantômes et tout. Et au milieu, vous avez un petit objet à fabriquer en papier et que vous posez sur votre tablette. Et on propose un jeu vraiment qui est lié à l'histoire. Et là, c'est un jeu jusqu'à 4 joueurs en même temps autour de l'iPad ou la tablette que vous voulez. Et on a toujours des illusions d'optique avec cette petite maison. On doit regarder à l'intérieur. On a le même avec un ballon. On a l'impression qu'il décolle. On pose vraiment un petit ballon de papier sur la tablette et on doit faire promener ce ballon. Voilà. Donc, toute une gamme en général du pop-up assez classieux. Là, il y en a un que je feuillette qui vous permet, une fois que vous le découpez, de sortir les petits présentoirs des fantômes et puis de lire l'histoire en même temps avec votre enfant. Et qui dit enfant, dit parent, transition merveilleuse, parce que c'est le sujet dont il va être question aujourd'hui. On a parlé du livre d'Étienne, mais en tout cas, le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est pas Candy Crush, c'est pas les éditions Volumique, ça va être Terraria, donc le Ultimate Survival Handbook. Ce sera beaucoup mieux prononcé par mon invité, en différé, l'auteur qui a accepté de répondre à quelques questions, donc Daniel Roy, et on va d'ailleurs tout de suite commencer avec la présentation de son ouvrage et ce qui l'a motivé à écrire justement ce bouquin, ce guide sur Terraria, et juste après donc j'interrogerai mes invités sur la question de ce que c'est qu'être parent et joueur en même temps. Je m'appelle Daniel Roy, je suis l'auteur du Ultimate Survival Guidebook pour Terraria. Mon boulot à moi de la vie de tous les jours, je suis écrivain et scénariste de jeux vidéo. Donc, je suis aussi un auteur de science-fiction en parallèle et de fantasy. Donc, j'ai un amour du jeu vidéo et de la lecture à la fois. J'ai choisi d'écrire le Ultimate Survival Guidebook sous format livre pour que les enfants puissent en profiter. Je pense que comme outil pédagogique, la lecture, ça reste toujours un grand cadeau. C'est aussi un bel échange entre les parents et les enfants de pouvoir partager un livre ensemble. C'est à la fois un ouvrage de référence pour les enfants qui peuvent lire le livre, que ce soit dans la voiture, dans l'autobus, etc. Mais aussi pour les parents, c'est un peu une fenêtre ouverte sur l'univers de leur enfant. Donc, je pense que c'est avec ces deux buts-là que j'ai écrit ce livre. Je m'appelle Daniel Roy. La vidéo allait repartir en boucle, donc on revient avec nos invités et je vais leur poser la première question avant de mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que chacun et chacune, ça a changé finalement pour vous de devenir parent, notamment évidemment par rapport à votre pratique du jeu vidéo, que ce soit de l'organisation, que ce soit dans votre vie de tous les jours? Est-ce que
fondamentalement, ça a changé quelque chose. On va peut-être commencer avec toi, Julie, si tu veux nous en dire un petit quelque chose. Alors, pour moi, je suis maman depuis 3 mois, un petit peu plus de 3 mois. Ouais. Donc, pour l'instant, je suis au stade où ma vie vidéoludique en a pris un sévère coup. Donc, c'est un peu plus dur et je suis obligé de l'avouer. Pokémon Go a sauvé ma vie vidéoludique brièvement parce que l'avantage, c'est qu'un téléphone portable, ça tient bien dans une poussette quand on promène le bébé. Et donc, ça permet de continuer à jouer. Donc, pour l'instant, c'est surtout aménagement. Les plages de temps sont plus dures à se trouver quand on n'est pas en train de s'occuper de l'enfant. Il est de toute façon trop jeune pour pouvoir participer à... Forcément. Mais voilà, il y a des moments où il est éveillé, on déconseille, là maintenant il y a la règle des 3, 6, 9, 3 ans, 6 ans, 9 ans, les enfants ne doivent pas regarder les écrans, après c'est avec l'accompagnement des parents, etc. Mais bon, il y a des moments où je joue à des petits jeux un petit peu sympas, il est réveillé, je lui fais, on regarde, et je lui fais tout un commentaire, parce qu'en fait je lui parle, donc j'essaie de l'impliquer déjà dans le jeu vidéo. Donc la pratique du jeu est déjà bien encadrée. Donc la référence que tu faisais de 3, 6, 9, 12 ans, ça on la doit à un psychiatre, psychanalyste qui s'appelle Serge Tisseron, qui a élaboré ce un petit peu. Vous pouvez trouver ça en ligne très facilement, vous tapez règle 3, 6, 9, 12, s'il y a des parents qui ont envie de se sensibiliser un petit peu à tout ça. Et alors, et toi, quant à toi Fatia, est-ce que c'est venu bousculer ou pas peut-être d'ailleurs? Si. Et, en fait, j'avais envie de partager une anecdote un peu bizarre. Je sais pas si je peux. En fait, moi, dès ma grossesse, les derniers mois, j'ai la chance. Mise en situation, c'est parfait. Mise en situation parfaite. En fait, mon ventre me servait à poser la manette. J'ai joué à Uncharted comme ça, avec la manette posée sur mon ventre. Et ensuite, plus tard, plus sérieusement, j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui a déjà 5 ans et de pouvoir commencer à partager. Oui. Les premières licences que j'aime beaucoup, Rayman, qui sont accessibles du coup pour cet âge-là. Par contre, l'aménagement a été obligatoire pour les autres jeux, les Assassin's Creed, les Call of Duty, et tous ces jeux. Je laisse pas mon enfant devant l'écran quand je joue à des licences un peu plus costauds, un peu plus violentes, c'est évident. Du coup, moins de temps pour jouer et les horaires, je joue plus la nuit. Du coup, j'attends que soit mon fils soit à l'école, soit au dodo. Donc oui, non, ça a tout bouleversé. Ça va, c'est à peu près organisé. Alors, pour toi, Étienne... Moi, je suis dans une autre catégorie. Moi, ils ont 7 et 13 ans. Donc, voilà. Donc là, depuis cette année, ça y est, je suis dépassé. C'est-à-dire que mon fils aîné, avec nos amis youtubeurs, c'est lui qui va me donner des indications sur des nouveaux jeux. Donc, par exemple, Gang Beast, il m'a fait découvrir Gang Beast. Voilà, je fais mais c'est trop bien. Voilà. Donc, j'en suis au stade, là, ça y est. Donc, il y a plein de jeux comme ça. Et donc, en fait, c'est marrant parce que, donc, il est né, moi, c'est avec moi, j'ai totalement abandonné le jeu sur console. Et en fait, sont arrivés les tablettes, les smartphones. Et donc, je suis passé totalement sur les jeux sur tablette. Mm-hmm. Bon, ça tombe bien parce que je fais ça aussi dans ma vie. Donc, et en fait, petit à petit, Vim et Elio, ils ont commencé à voir les jeux sur téléphone ou sur tablette parce que c'est beaucoup plus facile. Et puis c'est des jeux très courts, c'est pas bloqué sur la télé et tout. Donc c'est venu doucement comme ça. Enfin doucement, faut cadrer tout ça. Bravo pour le retour vidéo. Et maintenant, en fait, je joue bien avec eux. Alors pareil, je fais super. D'abord, de toute façon, j'ai horreur de tous ces jeux Call of Duty et compagnie. Donc déjà, a priori, j'aime pas ça, mais je fais vachement gaffe aux jeux qui puissent, parce que très vite dans la cour d'école et tout, je sais pas, même dès le début du 6e, ils jouent à GTA et non quoi. Enfin GTA, c'est génial. Enfin, moi j'adore, mais pas à 8 ans ou 9 ans quoi. Donc surtout quand c'est bien en français, ils comprennent bien tout ce qui se passe. Donc je fais vraiment attention, sachant. Et il y a aussi un truc assez drôle, c'est qu'ils regardent énormément de vidéos. Par contre, sur Twitch et sur YouTube, de Let's Play. Alors ça, c'est un truc que j'avais pas anticipé moi. Et donc, quand ils commencent à jouer à Minecraft, par exemple, c'est déjà des experts. C'est-à-dire qu'ils commencent à s'y installer, mais ils ont déjà vu, 50 heures de gens qui jouent à Minecraft, de Frigiel, de Sifano. Ils n'écoutent pas du tout les conseils d'Antoine Decaune. Ils estiment qu'ils ont une vie. Alors j'ai une anecdote là-dessus. Il y a 2 ans, quand il y a eu ce clash là où je sais pas quoi, c'est super drôle. Je regardais le Grand Journal, je sais pas quoi, sur mon ordinateur. Et il y a mon fils derrière qui passe, donc il avait 11 ans, et il entend là dire « il y a des gens, en gros il y a des débiles qui regardent des gens jouer ». Et il passe derrière moi, il me fait « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» mais vraiment il est passé comme ça, mais il est passé comme ça, mais elle est enfin je me suis dit mais un truc, il a fait « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Puis il est parti ailleurs. Ouais. Et après, le lendemain, j'ai vu qu'il y avait eu toute une bronca contre ça et tout, mais c'était assez drôle parce qu'il était là, mais enfin, c'était genre, mais elle vit où celle-là? Enfin voilà, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Voilà. Donc c'est assez drôle. Donc là maintenant, je suis en stade, je joue avec eux, ça c'est génial parce que je joue beaucoup maintenant aux jeux sur PC où on joue à 3 ou 4. Toi ce week-end, ils le savent pas, mais on va jouer sûrement à Overcooked. C'est un jeu où
Oui. Tu fais de la cuisine et tu joues à 4 ou plus dessus. Donc on joue à plein de jeux comme ça, super fun, des sortes de party games. Et sinon ils sont Minecraft hardcore. Un stade encore Non plus, mais genre voilà, ça fait 5-6 ans, le encore grand plus il est sur planifié Minecraft. Et, voilà. Et c'est amusant parce que la proximité avec Terraria, évidemment, Oui, voilà, elle est là. Alors avant de continuer un petit peu plus en avant sur l'émission, votre réaction tout d'abord, ça a été le temps qu'on s'alloue pour jouer en étant parent. Évidemment, ma question venait de là. Et puis la sécurité, est-ce que le jeu est violent, etc. Donc peut-être pour annoncer tout de suite, ce ne sera pas une énième émission sur des conseils. Est-ce que c'est bien de jouer ou pas, de laisser ses enfants chacun est capable de se faire son opinion. Il y a d'autres émissions qui existent. Là, on va vraiment essayer de parler du concept de parents au sens large dans le jeu vidéo, leur présence. Donc dans un premier temps, on va essayer de se concentrer sur les modèles de parents qu'on peut voir apparaître effectivement dans le jeu vidéo. Ensuite, on va se concentrer justement sur un contre-pied, c'est-à-dire pourquoi dès qu'on parle de parents autour du jeu vidéo, on arrive tout de suite à l'idée que ça doit être la norme, ça doit être des parents parfaits, ils doivent être éduqués à la perfection autour des jeux vidéo, et pourquoi même il y a un tabou de dire qu'on est parent, il faudrait presque culpabiliser de jouer aux jeux vidéo en étant parent. Et puis ensuite, sur un troisième temps de l'émission, on va se concentrer sur le fait d'explorer d'autres types de parentalité que celles qu'on a l'habitude d'entendre et de voir un petit peu partout. Alors, par rapport à vos réponses, donc on va diffuser, évidemment, ce sera à lire en diagonale, on vous mettra les liens sur la VOD et par Twitter si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le rappeler, _Mehdi, et à réagir en direct sur le hashtag cbook, tout attaché. Donc un article de Polygone qui parlait effectivement à un journaliste qui expliquait que finalement pour lui le fait d'être devenu parent ça a changé vraiment dans le bon sens du terme la qualité de ses parties de jeu, c'est-à-dire que effectivement il jouait beaucoup moins mais il appréciait autrement le temps qu'il allouait à son jeu et même l'émulation qu'il pouvait avoir avec d'autres amis journalistes du fait limite d'avoir des pro tips de comment est-ce que tu répartis ton temps, comment est-ce que tu joues et ainsi de suite. Donc ça c'est une autre vision, hein. Je vous invite pour ceux qui voudraient aller encore plus loin sur l'émission et on va tout de suite mettre les pieds dans le plat avec les différents modèles de parents qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo. Vous avez sûrement en tête, réfléchissez-y pendant qu'on va diffuser une nouvelle vidéo de l'auteur de l'ouvrage Terraria, le Daniel Roy, qui va nous dire ce qu'il pense lui de la représentation justement des parents dans le jeu vidéo, donc leur rôle et leur symbolique en tant que parents dans les jeux vidéo. Le parent dans le jeu vidéo a souvent le rôle de protecteur, mais aussi de la maison qu'on doit laisser derrière pour partir à l'aventure. Si on pense par exemple à Zelda, l'histoire commence souvent avec Zelda qui se réveille avec sa maman, la maman qui lui donne les trucs dont il a besoin pour être au chaud avant de partir à l'aventure. Puis je pense que quand les histoires avec ce genre d'histoire est racontée, on a toujours un retour après à la maison qui est un passage obligé pour nous rappeler toute l'exploration que le personnage a fait. Donc c'est souvent ce rôle de protecteur de la première étape de l'aventure, c'est souvent le rôle du parent dans le jeu vidéo. Là, on a pu voir avec un petit florilège choisi de jeux innocemment, évidemment, Zelda et Suikoden, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. On a des archétypes assez classiques, de ce que nous dit aussi Daniel Roy, donc dans le jeu vidéo, finalement, très souvent des mères qui sont du côté de ce qu'on appelle le care, donc le soin, s'occupent de la maison, s'occupent des enfants, de ce qui tourne classiquement autour de tâches ménagères. Bon, des clichés qu'on peut aussi retrouver, malheureusement, pas seulement dans ces rôles-là dans le jeu vidéo. Pour les pères, en général, on est plutôt, alors à vous de me contredire si vous n'êtes pas d'accord, sur des rôles, des positions un peu plus badass. En général, quand le père est dans le soin, c'est quand même plutôt pour aller botter des culs. Je pense récemment à Kratos, à la nouvelle version de Kratos, toute barbe dehors, contrairement à moi qui en ai fait le deuil. D'ailleurs, alors vous me direz ce que vous en pensez sur le tweet. Alors, on n'est pas sur du côté intellectuel, mais je trouve qu'il se rapproche de plus en plus des communautés bear, le père Kratos avec sa barbe et ses pecs tout dehors. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, on a finalement ces deux poncifs-là. Et est-ce que vous en avez d'autres à l'esprit qu'on peut retrouver, qui sont les plus souvent représentés, bien ou en mal d'ailleurs? Julie? Moi, j'ai à l'esprit des types de parents totalement défaillants. Ouais. Par exemple, Assassin's Creed 3. D'accord. Donc on incarne au début du jeu le père du héros qui va du coup avoir son fils avec une indienne locale. Il va l'abandonner.
et il va se comporter comme un salaud avec lui. Une autre saga super connue, Castlevania, Alucard et Dracula, et qui sont quand même un père et un fils qui passent leur temps à se mettre sur la tronche. Et Metal Gear, dans Les Enfants Terribles. C'est pas non plus un exemple de famille. Moi, ce qui est rigolo, c'est que je trouve que moi, ce qui m'a marqué dans le jeu vidéo, c'est plutôt les parentèles défaillantes, qui sont plus remarquables. Et alors, une autre un petit peu délirante, Final Fantasy VII, Sephiroth et sa mère Jéhovah. Donc, c'est une espèce de délire assez violent qui menace la planète. Donc voilà, moi, c'est surtout ces images-là de parentèle que je trouve frappantes et intéressantes. Voilà. Pour le reste, effectivement, tu le disais, c'est des parentèles plus classiques, qui sont bienveillantes, et on est oui, dans la figure du conte, enfin quelque chose de gentillet. Ils sont là pour protéger. Alors que du coup, le jeu vidéo propose réellement un peu celle qu'on a dans le Petit Pousset, des parents qui abandonnent leurs enfants, mais quelque chose de bien pire. Étienne ou Fatia par rapport à... Moi c'était Metal Gear, la première chose qui m'est venue, là c'est l'enfer, enfin voilà. Sinon on est dans, mais c'est un peu comme le cinéma, enfin voilà, quand c'est toujours ou la littérature, quand tout se passe bien, c'est pas très drôle, quoi, c'est pas très intéressant, donc tout de suite, il n'y a pas d'histoire, donc voilà, tout va bien. Fatia avec son t-shirt Star Wars, je pense qu'il contredira. Donc voilà, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout Metal Gear, et sinon j'ai pas trop d'autres souvenirs. Il y a le papa dans Heavy Rain. Oui. Un papa complètement dépressif. C'est encore, effectivement, c'est encore un autre modèle pour une fois, peut-être un père qui n'est pas tout en puissance. Ils partent, en fait, c'est encore plus cruel, Heavy Rain, parce qu'ils partent de la famille parfaite. Le papa, la maman, les 2 enfants, la maison, papa architecte, tout va bien, puis un des gamins se fait renverser. Divorce, séparation des parents, le père qui finit dépressif avec la garde de son fils, le fils se fait kidnapper par un serial killer. Jusque-là, tout va bien. Tout allait bien jusque-là. Il y avait un barbecue la semaine d'avant, mais... Exactement, mais c'est tout tombe à l'eau. Enfin, c'est terrible, Heavy Rain, le pauvre papa, quoi. Là, j'ai arrêté, moi. Heavy Rain, maintenant, je peux plus aussi bien au cinéma dès qu'il y a un truc avec les enfants. Mais c'est radical, hein. Pourtant au niveau du cinéma ça va, hein. Mais enfin j'aime bien par exemple les films coréens et les choses comme ça, donc tu vois ça va assez loin. Mais maintenant, depuis que je suis papa, ça me fait plus du tout rire du tout. Mais comment dire, c'est que je trouve ça trop facile. Oui. C'est-à-dire que tu touches une corde sensible qui est trop facile, alors que quand tu as des adultes. Du recours narratif. Au niveau narratif, tout d'un coup, Heavy Rain, moi je l'ai lâché. C'est pas que j'ai pas aimé le jeu, c'est que tout d'un coup. Des gens qui trollent sur le fait que l'homme est mort, lol. Non, pas ça. C'est que tout d'un coup, au niveau narratif, même au niveau du cinéma, ça te touche en tant que ça me touche. Ça me touche. Et puis je trouve ça, je dis mais c'est facile. Enfin, de me toucher particulièrement avec une histoire d'un enfant qui est malade ou qui va être, des trucs vraiment horribles. Et donc moi je dis ça m'intéresse pas. Donc je préfère. Mais c'est marrant, alors qu'avant ça ne me faisait pas ni chaud ni froid. Mais tu te dis ok, c'est un jeu. Alors que maintenant, Heavy Rain, c'est un bon exemple. Je l'ai lâché. J'ai fait ok. C'est bon. C'est pas pour moi. C'est sans moi. Non, exactement. C'est marrant parce que du coup, il y avait eu toute cette parodie, toute cette moquerie autour du père dans Heavy Rain, la scène avec le ballon où il court dans cette espèce de grande espace bondé, je crois que c'est un centre commercial. Et du coup, c'est assez drôle. Ça montrait comment une partie de la community gamer, en fait, ne s'était pas senti concernée parce que c'est la question, c'est était-il parent? Et donc toi, a priori, c'est quelque chose qui t'a pris. C'est super angoissant. Moi, je me dis, rétrospectivement, s'il y avait un jeu pareil, etc., je sais pas, j'aurais pas trop de problème à aller sur ces choses-là parce que ça va faire partie de l'histoire. Ça peut être une mécanique de l'histoire qui va être intéressante. Ça peut être du moment que c'est pas un gimmick et que ça fait partie de l'histoire, ça peut apporter quelque chose. Donc c'est pas un cliché de facilité comme le disait Etienne, c'est pas ça, mais c'est tout d'un coup, moi ça m'a étonné. J'ai lâché la manette, j'ai fait voyons autre chose. Je garde justement ça au chaud parce qu'on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Alors moi, il y en avait d'autres que je souhaitais ajouter. Alors je vais rebondir sur l'exemple que vous avez pris sur Metal Gear, c'est que quand même dans les deux cas, c'est plutôt une affaire d'homme encore une fois, et dans les deux cas, on est quand même sur des histoires de pouvoir et de performance. Hein. Pour Castlevania, c'est acquis. Lumière, ténèbres, quoique Alucard c'est un petit peu plus nuancé parce qu'il est il est issu d'un vampire et d'une humaine. Metal Gear, on est complètement sur la performance génique, la reconstitution, on s'amuse, on fait joujou avec les gènes et on voit ce que ça donne. J'avais un autre exemple qui était ce que j'appelais les parents what the fuck, c'est-à-dire typiquement les jeux comme Katamari Damacy, on va avoir le père, le roi du cosmos, ou Octodad par exemple, hein, vous allez sûrement avoir une petite illustration
version vidéo, des fois que vous ne connaîtriez pas, le croisement improbable entre Goat Simulator et un papa à la maison. Là encore, on est un petit peu sur du cliché avec Octodad, parce que mine de rien, on est un petit peu sur l'American Way of Life, c'est-à-dire c'est un truc très, on va dire 60s, 70s, c'est le bon père de famille, personne ne se rend compte qu'il s'agit d'un poulpe, d'un poulpe, voilà, j'ai toujours, moi c'est le blocage poulpe calamar, je ne sais pas si, bref, et en l'occurrence, voilà, ça c'est un autre genre de cas qu'on peut trouver dans le jeu vidéo, mais il y en a pas une variété assez si énorme que ça, d'une certaine façon. On a vite fait le tour des variations de type de parents qu'on peut avoir dans le jeu vidéo. Alors il y a un truc qui me vient à l'esprit, qui c'est vraiment le care, mais super primitif, il y a Shelter. On incarne une maman blaireau qui doit gérer ses petits blaireaux. Ouais, et là, c'est vraiment, on doit les protéger des rapaces, on doit les nourrir, on doit les aider à se déplacer. Et là, on est vraiment sur le care, le nursing de petits êtres. Et là, c'est vraiment les êtres sans défense. La parentalité nue, dans le sens où on est là pour s'occuper de plus faibles que nous. Et il n'y a pas d'autre enjeu que les menaces traditionnelles de l'extérieur. Tout à fait. J'avais pensé, mais le problème, c'est que là, on est avec des animaux, effectivement. Mais c'est un très bon parallèle aussi en termes de, on va dire, de protection alternative qui n'est pas forcément genrée ou quoi que ce soit. Alors. Donc, du coup, on a vu un petit peu les types de rôles, d'images parentaux qu'on peut avoir. Comme je vous disais en introduction, on bascule très vite quand on parle des parents dans le jeu vidéo. Vous-même, en tant que parent, tout de suite à un truc vachement social, du style, voilà, quand on est parent, c'est quelque chose de sérieux, il faut bien s'occuper de son gamin. Et d'ailleurs, pour la question, j'avais demandé à Daniel Roy, peut-être l'auteur, toujours, il faut que j'arrive à attraper le réflexe du guidebook Terraria. Quel est le jeu qui, pour lui, représentait peut-être le mieux, à l'heure actuelle ou en règle générale, le lien parent-enfant, et avant que la vidéo ne se diffuse, c'est un petit spoiler, mais on en a parlé en off avant même l'émission, vous allez voir, on va très vite se retrouver dessus, on en a même parlé en plateau, donc on écoute de nouveau Daniel Roy sur l'évolution des représentations des parents dans le jeu vidéo. Historiquement, dans le jeu vidéo, le parent a souvent été la personne extérieure au héros. On pense souvent... les parents qu'on voit dans le jeu vidéo sont souvent en périphérie de l'histoire du personnage principal. J'ai l'impression que cette situation-là va évoluer et changer au cours des prochaines années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont joué à des jeux vidéo très jeunes, qui sont maintenant rendus parents eux aussi. Puis je pense qu'ils recherchent cette expérience-là aussi, une espèce de reflet de leur vie puis de leur vécu dans le jeu vidéo. Donc je suis convaincu que au cours des prochaines années, on va avoir beaucoup plus de parents actifs dans le jeu vidéo comme protagonistes ou comme moteur de l'action plutôt que comme point de départ de l'action. Enfin, c'est mon souhait. On a parlé effectivement il y a quelques instants des V-Rain qui était pour Étienne le degré zéro un petit peu, pas en termes de qualité. Ah oui, du tout. Non, dans le recours narratif, en tout cas, pour illustrer la parentalité. Non, mais moi, je crois que c'est très vite, c'est dès le début, ça arrive cette histoire-là avec l'enfant, et j'ai fait, voilà, quoi. Enfin, non, mais mais tu vois, je suis pas allé plus loin, j'ai peut-être tombé au mauvais moment, ou je sais pas. Ça dépend. Chacun son truc, j'ai fait, bon, allez, après. Ça sera pas pour moi. Et après, je te dis, au niveau du cinéma ou des séries télé, des choses comme ça, souvent, moi, ça m'arrive en disant, ouais, c'est bon, là, c'est une corde facile, tu vois, tu aurais pu mettre. Enfin, ça, c'est quand c'est un gimmick. C'est quand ce qui arrive à l'enfant aurait pu arriver à un adulte. Tu fais, tu le mets sur un adulte et l'histoire aurait été aussi bien. Et taper sur des enfants, c'est pas. Voilà. Mais. Alors là, en l'occurrence, le jeu qu'on a pu voir passer pendant l'intervention de Daniel Roy, c'est, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer, c'est de Novelist, qui est un jeu où on incarne un écrivain qui se trouve aussi, comme vous avez pu voir pendant le trailer, être mari et père d'un enfant. Et durant le jeu, sans trop rentrer en détail, on se retrouve à un petit peu à savoir un peu plus sur les relations qu'il entretient avec sa femme, avec son enfant, qu'est-ce qui se joue dans sa vie. Donc il y a à la fois cette dimension un peu voyeur pour
on a un autre jeu de David Cage qui est Beyond Two Souls, avec cette vision, là on n'est pas dans une vision astrale, mais pas très loin, et savoir qu'est-ce qui turlupine finalement, là vraiment le parent, parce que très souvent le parent il est juste là dans sa fonction, je suis père ou je suis mère d'ailleurs, et je m'occupe de l'enfant. Là il a autre chose, c'est-à-dire il a une addition de différentes choses, il a un travail, il a une compagne, donc est-ce que vous avez des exemples de jeux où on considère un petit peu plus le parent dans son ensemble plutôt que seulement comme parent qui vous viennent en tête? C'est la question qui pose un froid. Non mais c'est signe aussi malheureusement qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Est-ce que ce serait intéressant à un moment? Est-ce que ça va être... t'aurais plein de gameplay, t'auras le gameplay au travail, le gameplay à la maison, voilà, genre le gameplay à la maison, c'est quoi? Est-ce que est-ce que tu gères le quotidien de ta maison, ou est-ce que c'est tes moments d'interaction avec l'enfant, ou est-ce que c'est tes moments dans ton couple? Ça va être... Ce serait un parent simulator? Le titre de l'émission, c'est merveilleux. On y revient. Il me semble qu'il y a un jeu sur Internet qui doit exister, un truc en pixel art, où genre ils essayent d'aborder le sujet, mais est-ce que ça arriverait à faire un jeu intéressant? C'est ça le... Moi, je pense que c'est pas impossible. La preuve, avec de Novellis, finalement, il n'y en a pas des tonnes, mais on arrive quand même à agencer ça et à se demander pourquoi c'est si difficile. Par exemple, toi, c'est vrai que Étienne de part va-et-vient avec le format plateau, etc. La dimension du jeu de rôle, est-ce que tu as plus de facilité dans ces formats-là, évidemment par définition à pouvoir incarner des rôles à l'envie, puisque le dispositif jeu vidéo forcément par définition limite. Et est-ce que tu as une piste sur ce qui fait que c'est si limitant que ça de représenter des parents justement? Oui, c'est vrai qu'en jeu de plateau par exemple, ou qui peuvent se rapprocher des fois du jeu de rôle, c'est beaucoup plus facile parce que c'est pas un parrain simulator par exemple. J'ai du mal à l'imaginer. Si, en fait, il y a plein de trucs drôles à faire, justement, totalement décalés. Comme Octodad. Non, mais voilà, ou même, tu vois, le père, il veut pas se lever le matin, quoi. Voilà. Non, mais ce qui m'est arrivé ce matin, oh là là. Mais on pourrait parler de parents défaillants. Non, mais c'est ça. Mais c'est là où tu crées une fiction. Enfin, tu crées du sens et de la fiction, puis ça devient intéressant quand tu commences à voir justement un des parents qui part en vrille. C'est super drôle et surtout, t'as plein de séries télé comme ça où les Californication au hasard. T'as le père qui a 12 ans d'âge mental, et t'as la fille au contraire qui est vachement sage, qui est là mais il faut se calmer les parents et tout, et ça donne, alors c'est pas excellent mais ça donne des trucs intéressants en tout cas en mécanisme ludique et narratif. Donc je pense qu'en jeu on peut y arriver aussi, mais c'est c'est pas le bébé là que tu dois diriger. Oui, voilà, je cherchais son nom. Voilà, depuis tout à l'heure. C'est parfait. Merci beaucoup à la régie. On a quelqu'un à l'atelier qui m'en a parlé, et voilà, où on dirige le bébé et le voilà, alors il y a un bébé, voilà. Il y en a un qui joue le bébé et l'autre va jouer les parents, et il faut éviter que le bébé aille dans le four, par exemple. Il faut éviter que le bébé se suicide. Voilà, se suicide, le bébé exactement. Meurt. Donc le but d'un des deux joueurs. Je cherchais tout à l'heure son nom, et voilà. Donc donc là, on est vraiment dans un cas de figure qui mêle de manière intelligente. On disait que être parent, c'est toujours cette dimension à effectivement. Le bébé a pris le couteau, il va tuer son père. Éviter. Je sais même pas si c'est possible, je crois, dans le jeu. D'ailleurs, c'est ce qu'est en train de tenter le joueur. Merci. La régie envoie les vidéos et en même temps. C'est ça qui est bien. Mais oui, parce que tu as à la hauteur, toi, des prises électriques, donc, tu prends une pince et tu mets dedans, voilà. Et voilà, parce que tu dois mourir. Le but du jeu, c'est de mourir. C'est ça. Le but du jeu, c'est de mourir. Pour le personnage qui incarne le bébé, c'est ça qui est intéressant. Finalement, Fatia, tu disais le but du jeu, c'est que pour celui qui incarne le père, c'est de. Parce que je crois qu'il y a qu'un père. Oui, c'est ça. Il y a un adulte qui essaye de le contrôler, et surtout au début, tu sais pas où il est, il faut le chercher. Enfin voilà. C'est génial. On dirait un peu un bébé zombie. Bon, esthétiquement, c'est un peu hard, mais sinon. Oui, c'est sûr. C'est un peu moins chiadé que justement Octodad ou Katamari Damacy dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, il y a des petites alternatives. Parce que là, on est sur de la sécurité qui est pas sur un discours moral du c'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais en tant que parent? C'est pas possible de pas gérer son enfant. Mais là, on a le côté trash, et en même temps, on peut tout à fait prendre plaisir à faire ça. Et donc, voilà, il y a des exemples, mais on se rend compte avec les invités qu'il y en a pas des tonnes, malheureusement. Donc c'est encore quelque chose. On a eu du nez sur cette émission, parce que c'est encore quelque chose peut-être à creuser. Alors je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux par rapport non pas à l'extrait qui a été diffusé, mais le jeu
que j'évoquais, dont on a parlé en off, qu'on va justement voir tout de suite, qui incarne à l'heure actuelle peut-être le plus dans l'actualité, dans le reste, l'attention de tout le monde. J'essaie de vous laisser deviner de quel jeu il s'agit, mais je crois que j'en ai déjà trop dit. Donc on va se retrouver de nouveau avec un extrait de Daniel Roy qui nous parle du jeu qu'il a choisi et qui pour lui incarne le mieux la relation parent-enfant. Je pense que de nos jours, pour les parents, les enfants, les jeux vidéo qui ont déjà été vus comme un outil d'isolation des enfants de leur environnement puis de leurs parents, ça peut devenir aujourd'hui un mécanisme d'échange et de partage. Si on pense par exemple à Pokémon Go, c'est possible maintenant pour les parents et les enfants de jouer ensemble, d'aller se balader, de découvrir des endroits de leur ville. Puis ça reste une expérience de jeu vidéo très formelle, très réelle, mais c'est aussi un bel exemple du potentiel du jeu vidéo de rapprocher les parents et les enfants. Là, on est complètement raccord. On avait Julie tout à l'heure qui nous disait que c'était sa meilleure alternative en tant que jeune maman comme pratique ludique. Ça, c'est une évidence. Et on a tout de suite, si vous avez regardé un minimum l'actualité, ça a été relayé d'ailleurs par petit instant Corporate Inside par l'ami Giga Etienne, un tweet qu'on avait relayé tous les deux, dont vous allez voir une petite illustration. Je ne sais pas si vous aviez vu, c'était cette campagne de la gendarmerie et de la police nationale sur faites attention, parents de dresseurs Pokémon, si vous laissez vos enfants tout seuls, il risque de leur arriver des cracks. Donc ne jouez pas au volant, faites attention où vont vos enfants. Donc tout de suite, on se retrouve dès qu'il y a un jeu qui convoque les parents de près ou de loin à un truc sécuritaire. Alors je ne sais pas si vous étiez au courant déjà de cette news-là et comment, enfin qu'est-ce que ça vous fait réagir le fait qu'il y ait eu cette campagne quand même assez conséquente. Il y en a eu d'autres qui interdisaient les regroupements, mais ça c'est normal, c'est dans le cadre de la loi. Il ne faut pas se regrouper à tant X personnes. Le nombre m'échappe à l'heure actuelle sans avoir prévenu en avance. Ça c'était pour les flash mobs Pokémon Go, mais voilà. Qu'est-ce que vous pensez là de ce type justement enfin pas de promotion mais si je pense que là je regardais, là c'est sortie imminente de Pokémon Go, donc c'était avant. Ouais. Donc là l'équipe marketing de Niantic et de Pokémon Company sont des génies, parce que quand la police fait ton propre marketing, là on est très très loin. Enfin voilà. Non, bon après ça c'est de la com. Enfin voilà, c'est du méta marketing. Voilà, là c'est honnêtement ce truc est incroyable au niveau marketing. Ouais. Et c'est vrai, quand t'as 100, je dis n'importe quoi comme chiffre, mais quand t'as 100 millions de gens qui jouent, il y a toujours 0,01% de gens qui vont avoir des problèmes. Donc, mais ça a fait partie du marketing et ils l'ont utilisé. Après, le truc sécuritaire. Moi, je l'ai vu sur l'autoroute, ça m'a fait rire. Ils prononçaient pas Pokémon Go, mais il y avait plus marqué boire ou conduire, il faut choisir. C'était jouer ou conduire, il faut choisir. J'ai fait, on rentre dans une évolution. Là, on est au 21e siècle. C'est fini. Exactement ça. Fatia, toi, est-ce que tu étais au courant ? Qu'est-ce que ça te fait réagir par rapport à... N'étant pas joueuse de Pokémon Go, n'étant pas non plus équipée d'un permis... Tu as réussi à échapper... Voilà, je ne suis pas concernée par ces deux problèmes, mais c'est plutôt, comme tu disais, du méta-marketing, c'est plus pour... c'est plus au profit des comptes Twitter et Facebook de la police et de la gendarmerie. Petit coup de pub, quoi, ça. Ouais. Ça leur a coûté 2 tweets et voilà, c'est très bien. Puis la police est cool, quoi. Oui. Julie ? Moi, je connaissais pas ces initiatives en particulier, mais j'avais vu ne jouer ou conduire, il faut choisir, quoi. C'est un petit peu. Par contre, c'est rigolo sur l'aspect générationnel. J'ai trouvé ça assez rigolo dans le sens où la mère de ma compagne s'est mise à jouer. Parce que du coup, en fait, on partage le même compte, comme ça, quand on va promener le bébé, on est tous comme ça. On level le même compte, et c'est rigolo comment ça a traversé les générations, et ça permet d'avoir une approche du jeu vidéo familial qui est assez géniale, quoi. Et de toute façon ils ont là-dessus, moi j'avais cette image, c'est au tout début les jeux vidéo c'était très cher, c'était uniquement le salon et c'était un truc familial parce qu'on y jouait dans le salon et les dispositifs étaient très chers. Ensuite, on est passé à cette image du jeu vidéo, ça va être l'adolescent seul dans sa chambre. Et là, maintenant, tout le marketing, on est avec nos potes, on est dans le salon, on est avec la famille, le party gaming s'est invité. Donc la console, le jeu vidéo s'était réinvité dans l'espace à vivre commun de la famille. Donc c'était plus un truc solitaire ou alors éventuellement les ados qui s'enferment avec leurs potes dans leur chambre. Et là, on est carrément dans la rue, quoi.
mais on trouve quand même quelque chose à y redire. Alors c'est moi qui vais être un tout petit peu moins enthousiaste que vous et faire, on va dire, de la politique de comptoir pour se dire que c'est aussi quand même un bel effet de fumée, on va dire, d'un point de vue citoyen. C'est l'occasion qui fait de larron à la fois pour vendre du papier, comme tu le disais, Étienne, vu le nombre de joueurs et les quelques... malheureusement pour eux, accidents, voire malheureusement, il y en a eu aussi morts à l'issue de ça. C'est un pourcentage excessivement minime si on met en parallèle aux chiffres de santé publique en règle générale. Donc, est-ce que c'est pas aussi une super bonne excuse pour recentrer et puis parler d'autre chose au hasard à l'approche des présidentielles? Soyons engagés jusqu'au bout. Un effet de fumée. T'as Burkini Pokémon Go cet été, voilà, c'était le combo gagnant. Un truc de plus, c'est vrai que ça vient se rajouter. Mais en même temps, Pokémon, par exemple, c'est intéressant parce que Pokémon Go, pardon, parce que moi, toi, avec mon fils, c'est mon fils de 6 ans ou 7 ans là qui voulait y jouer cet été, mais c'est sur mon smartphone. Donc je le laisse pas quand même se promener à 6 ans avec mon smartphone qui coûte un peu cher. Donc j'étais obligé de me plonger dedans avec lui, de surveiller ce qui... Enfin voilà, d'être vraiment avec lui, de fouiller. Et pareil, il traverse pas la rue avec... Je le tiens par la main, je lui dis attends, ici on va regarder, parce que là, sinon lui il regarde vraiment que l'écran, il se promène comme ça. On va regarder s'il y a un Pokémon. Non mais voilà, mais à la fois c'est fascinant, t'essayes de les avoir tous, c'est génial. Enfin voilà, j'imagine si j'avais 7 ans, je peux y arriver, 7 ans d'âge mental, je suis assez fasciné. Et donc, mais c'est intéressant parce que t'es obligé de te promener, tu fais attention, donc le téléphone tu lui donnes mais tu le reprends des fois parce que tu dis bon bah maintenant c'est fini, on arrête, et il accepte parce que c'est assez rapide, il a attrapé 2 Pokémon, il est content, hop. Donc je trouve que c'était plutôt c'était une expérience assez rigolote. Moi cet été on s'est bien amusé, maintenant ça s'est calmé, voilà, il a un Pokéstop à côté de chez lui, mais ils sont pas accros du tout à ça. C'était plutôt tiens, c'est l'occasion, on va se promener, hop, on sort 2 minutes le téléphone, on en attrape 3, hop, on le range et on continue de se promener. Donc C'était le jeu de l'été, quoi. Non mais c'est ça, ouais. C'est un peu ça, c'est les promenades de bébé. Enfin, c'est vraiment c'est opportuniste. Et par contre, du coup, pour la presse, moi, c'est plutôt la presse qui découvre ce que c'est que la réalité augmentée, le géocaching. Il y avait d'autres jeux, il y a eu d'autres jeux qui l'ont fait avant. Enfin, c'était bien sûr. juste Ingress, c'est la base. Ouais. Voilà. Mais donc, du coup, ils étaient ils ont fait on découvre, et ça, comme on n'a pas envie de faire un travail de fond sur l'actualité, on va se rabattre là-dessus, quoi. Bien sûr. C'est plus de la fainéantise journalistique, je le crains. Oui. Ça, c'est malheureusement pas nouveau. Alors, on a vu quelques rares cas qui peuvent concerner les parents au sens large, plutôt sur un côté joyeux. Jusque-là, on a vu Octodad, on a vu le jeu dont le titre m'échappe, qui a été diffusé il y a quelques instants. Avec le bébé qui veut c'est ça que t'appelles joyeux. Le bébé veut se suicider. Et là, on va revenir à quelque chose un petit peu plus, on va dire, un peu plus sombre, avec un autre jeu dont tu as voulu nous parler, Daniel Roy, l'auteur de Terraria, le guide de Terraria, que je vous laisse découvrir. Donc, il a souhaité nous parler d'un jeu qui implique encore autrement le rôle des parents et peut-être même les parents en tant que joueurs. Avec l'abondance ces dernières années du jeu indie, il y a des jeux qui ont justement commencé à explorer le rôle de parents dans des situations non conventionnelles ou même parfois difficiles de traitement, des sujets qui sont traités de façon impossible, disons, pour les médias traditionnels. Je pense par exemple au studio Numinous Games qui a fait le jeu Dead Dragon Cancer, qui adresse la situation très difficile d'un parent qui vit avec un enfant malade. C'est un bel exemple c'est un exemple dramatique, mais c'est aussi un bel exemple narratif de la façon qu'on peut vraiment explorer des rôles parentaux différents, des rôles qui sont différents de notre expérience personnelle. Puis c'est mon espoir que dans les années à venir, on va avoir beaucoup plus de cas comme ça, que ce soit des cas tragiques, mais aussi des cas joyeux, des cas des modèles familiaux différents, des situations différentes. Alors là, c'est un cas un petit peu extrême, vous en doutez bien, surtout ne serait-ce que d'un point de vue symbolique. Alors le jeu, on incarne tour à tour, enfant-parent, d'un enfant qui fait face au cancer, donc d'où le titre Dead Dragon Cancer. Je me suis retenue d'en parler tout à l'heure parce que j'estime pas que ce soit un jeu au sens où on l'entend. Ça va pas être du loisir, ça va pas être du divertissement, ça va être une expérience. Et là, je rejoins du coup ce que tu disais pour Heavy Rain. En tant que mère, j'ai trouvé cette expérience super dure et pourtant, j'y ai pas joué. Moi, j'ai regardé un let's play.
J'ai regardé vraiment sur YouTube et j'ai pas pu me retenir. Je pleurais du début à la fin. C'est super dur. On incarne tour à tour la mère et le père, du coup, qui font face au cancer de leur enfant. Et c'est intéressant parce que du coup, la mère, elle va croire à un miracle jusqu'au bout. Son enfant va survivre. Je spoilerai pas la fin. Le père, lui, par contre, il lâche très vite l'éponge. Il se noie dans le désespoir et dans la colère. Les séquences métaphoriquement, mais oui, on ne dit pas plus, mais non, il est vraiment tête sous l'eau, mais littéralement. Oui, littéralement. C'est super profond et je le recommande. Mais c'est pas un jeu. Tu n'as pas pu aller... je suis allée jusqu'au bout, mais ne le faites pas pour vous divertir, en vous disant on va passer un bon moment. Alors là, c'est intéressant ce que tu poses, parce que autant Étienne le posait comme une facilité narrative pour Heavy Rain, autant toi, là, ça a vraiment été viscéral. Ça a été quelque chose dans ta position même de mère qui a fait que tu n'as pas pu, autrement que par un let's play, le vivre, je ne sais pas si on peut dire de manière passive, parce qu'apparemment, ça a été les grandes eaux aussi, malgré tout. Donc comment est-ce que tu arrives à expliquer ça, ou tous les deux peut-être, dans ce que nous en dit Fatia, ça vient nous prendre. C'est pas un jeu justement, c'est intéressant. En fait, c'est vrai que c'est peut-être aussi, c'est toujours ça le problème avec le jeu vidéo ou expérience interactive, quand on est à la limite. Mais c'est comme le cinéma. Des fois, quand tu vas voir un film de Cassavetes, il y a de certains, t'es au courant, enfin, tu vas pas en sortir de la même manière dont t'es rentré. Alors qu'il y a des films, tu vois, tu vas voir Independence Day, je pense que ça va. Non mais je veux dire, ce qu'on appelle le contrat de lecture, ce qu'on appelle est clair. Genre là, tu vas t'amuser, tu vas l'oublier en sortant. Alors quoi, quand tu vas voir certains cinéastes, tu sais où tu vas. Et c'est vrai que l'ambiguïté avec le jeu vidéo, il y a ce côté amusement. En fait, et alors que le cinéma, à mon avis, a passé ce cap. Il y a des choses où on sait qu'il y a plein de catégories différentes, et il y a marqué, tu vois, je sais plus le nom de ce jeu là, avec cet enfant qui a le cancer, c'est dans la catégorie jeu vidéo. Et là, tout d'un coup, je pense que justement le gap, c'est ce qui a dû t'arriver, et tu te fais ah oui, là, je m'attendais pas vraiment à ça. Moi, c'était pareil pour Heavy Rain. Moi, j'ai adoré Fahrenheit. J'ai trouvé ça super intéressant, la manière dont c'était construit et tout. Et j'avais pas joué à d'autres jeux. Je me suis parti sur Heavy Rain et j'étais au courant de rien. Je regarde pas, je veux pas savoir. Et là, j'ai fait bon bah non. Ça va pas être possible. Voilà. Ce qu'il faut mettre en perspective, c'est ça, Dragon Cancer, c'est issu d'une expérience réelle. C'est-à-dire, c'est pas un produit de l'imaginaire. C'est pas une narration fictive. C'est ce que la personne a vécu, et c'est entre guillemets, je pense que c'est le père qui a travaillé sur le jeu. J'imagine que ça fait partie de son deuil, de son travail de réflexion personnelle. Après, oui, ça rentre dans la catégorie Walking Simulator. Voilà. Mais ça n'empêche pas de. Sauf que là, en plus, il faut volontairement faire des actes pour que ça aille un petit peu plus loin. Bon, on peut profiter d'un let's play, ça peut déjà coûter. À différence d'un film, on fait play, pause. Là, entre guillemets, il faut à un moment choisir de faire tel ou tel acte. Et parfois, les jeux, entre guillemets, pour dérouler l'étape d'après, on est obligé de faire des choses qu'on réprouverait ou qu'on refuserait de faire autrement. Les Walking Dead, voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est plus rigolo. Moi, ce que j'aime bien, c'est Spec Ops The Line, par exemple. À la fin, t'es obligé de faire des voilà. Si tu veux certaines fins, t'es obligé de faire certains gestes singuliers. Et là, ça commence à devenir intéressant. Là. D'un coup, quand je sais pas, tu sors de ton corps et tu te dis, c'est pas moi. Enfin voilà, il y a quelque chose de super intéressant. J'emboîte complètement le pas à Julie. Il y a vraiment des. Enfin, là d'ailleurs, j'ai une tablette pour ceux qui ont fait le jeu, ça rappellera une certaine séquence. J'en dis pas plus si vous avez l'occasion. Je vous gâcherai pas l'expérience de jeu. Alors, juste avant de marquer une courte pause, je vais pas te laisser tranquille comme ça, Fatia. C'est que tu me disais que la limite pour toi, finalement, c'est que c'était plus amusant, c'était plus plaisant. Mais je vais te poser une question toute bête. Est-ce que tu as déjà joué à un jeu de la série des Souls, Dark Souls ou etc. Ou un jeu, je sais pas, un Super Meat Boy, un truc quand même assez qui demande, on va dire, où tu souffres dans les premiers moments où tu apprends à maîtriser le jeu. Non. Non, parce que j'allais faire une analogie pour te demander la limite là. Où est-ce qu'elle se pose, ce que tu disais? Est-ce que c'est plus un jeu parce que c'est déplaisant? La limite, elle est d'entrée. C'est, comme je disais, je peux pas considérer ça comme un jeu vidéo. Ça va être une expérience interactive. Oui. D'accord. Toi, dans le contrat que tu as avec le jeu, comme Étienne qui disait tout à l'heure, on a un contrat avec un film. On sait qu'on va avoir une comédie, on sait qu'on va avoir un film d'horreur, on sait que... D'accord. Là, je savais que ce serait une expérience d'un enfant qui a un cancer. Et ça n'a pas été possible de dépasser justement ce qu'on te proposait, parce que tu savais dans quoi tu t'engageais quand même comme type de jeu. Mais ça m'intéressait. C'est pour ça que je suis allée au bout. En let's play. J'ai aimé traverser ces émotions-là. Non, faut pas...
Encore une raison de... Memento mori, j'ai envie de dire. Après tout. Donc le let's play à la rescousse, encore une raison de contredire malgré tout ce qu'il nous a apporté en humour Antoine Decaune, qu'on salue s'il nous regarde un jour. On va marquer une très très courte pause et on va se retrouver donc pour la 3e et dernière partie de ce Critical Book. À tout de suite. De retour, toujours sur Critical Book, toujours avec mes invités de qualité, Julie, Fatia et Étienne pour cette dernière partie, toujours autour de Terraria, le guide ultime. Alors je fais ça en toute fin d'émission. Il y a beaucoup de monde qui a dû se dire mais pourquoi un guide vous allez le deviner dans quelques secondes. Il y a une raison toute simple, c'est que moi je me suis posé une question toute bête. C'est que déjà des guides qui sont accessibles, en général le guide on est plutôt dans la performance, on est plutôt dans l'idée de finir le jeu à 100% et compagnie, ce qui est le cas dans ce bouquin-là, je vous rassure aussi, mais il y a vraiment un ton d'écriture et c'est un des arguments de vente du bouquin qui fait que le livre est accessible à tous, donc parents comme enfants, pour peu qu'on sache lire, et puis de toute façon, c'est pas les parents sur le plateau qui vont contredire, on peut tout à fait lire à son enfant dès lors qu'il est à même de comprendre, et même avant. Et en l'occurrence, dans ce bouquin, ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment un ton où l'auteur devient presque, d'une certaine façon, un personnage, et je vais même aller plus loin, j'ai fait un parallèle avec les notices. Alors pour vous qui avez été à un moment ou un autre de votre vie joueur de console, c'est un truc qui a complètement disparu maintenant, les notices de jeu, et c'est vrai qu'il y en avait certaines qui étaient vraiment un truc. Moi, j'ai eu beaucoup de récits d'amis qui m'expliquaient qu'en habitant dans certaines villes qui étaient très loin du magasin de jeux vidéo, il y avait le trajet de retour à la maison et avant de pouvoir mettre la cartouche dans la console, on était c'était un pain béni pour les parents parce qu'on était en bagnole et en général les mômes c'est quand qu'on arrive et là ils avaient la notice et ils étaient en train de lire le truc et les parents avaient la paix, tout le monde était très 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 content. Alors, je m'égare un petit peu. Tout ça pour vous dire que on a vu un peu les différents types de parents tels qu'on peut les voir représentés dans les jeux vidéo. On a vu aussi qu'on convoquait très souvent le côté un peu de la norme, de tu seras un bon parent, ce serait le 12e commandement ou que sais-je. Et là, on va essayer de se demander est-ce qu'il y a d'autres types de parentalité qui peuvent être décrits dans le jeu vidéo. On a vu des exemples un peu plus riches, un peu plus profonds, des fois qui empêchent même d'aller au bout de l'expérience de jeu, comme pour Fatia ou Étienne, comme ils nous ont dit il y a quelques instants. Là, on va plutôt s'interroger sur des parentalités qui ne sont, entre guillemets, pas dans les normes. Et en fait, j'avais interrogé par hasard, c'est une question qui n'était pas prévue, donc l'auteur de l'ouvrage, Daniel Roy, sur un petit encart qui avait attiré mon attention. Pour ceux qui ne savent pas, dans Terraria, on peut effectivement customiser son personnage, ce qui n'est pas trop nouveau dans les jeux vidéo de ces 10-15 dernières années. Et il se trouve qu'il y a un encart qui explique qu'on peut avoir donc une barbe, jusque-là rien de surprenant, donc sur l'encart est expliqué, on peut avoir une barbe même si on a un personnage féminin. Et donc j'avais expliqué au détour de la discussion que j'ai eue avec Daniel cette petite anecdote et il m'a répondu justement qu'il avait été surpris que je note ça et donc on va voir ensemble sa réponse justement sur la question. On peut, normaliser certaines choses qui ont tendance à être exclues du discours, on va dire mainstream. Là. Un exemple tout simple, dans le jeu Terraria, par exemple, quand on crée un personnage, il y a moyen de choisir la coupe de cheveux. Puis les femmes, comme les hommes, peuvent utiliser toutes les coupes de cheveux, donc incluant les barbes pour les femmes. J'ai décidé de relever ce détail-là à l'écriture de mon livre parce que pour moi, c'est un exemple d'un truc où, en n'insistant pas sur un aspect, donc sur le concept de genre plus fluide, en n'insistant pas dessus, puis en laissant le jeune juste en faire l'expérience puis en réfléchir par lui-même, sans le baliser, je pense que ça a plus de force encore que si on insiste trop ou si on essaie de normaliser les choses. Donc, je pense que c'est ce genre de potentiel-là subtil mais très puissant que le jeu vidéo possède, éducatif et pour ouvrir les esprits. Alors c'est peut-être là qu'on sent quand même que l'auteur est canadien, pour ceux qui me diraient genre hashtag oh really, vu l'accent qui n'aurait pas encore deviné, c'est au niveau peut-être de la réflexion sur les questions justement de genre, là où en France on aurait déjà brûlé sur la place publique la page de l'ouvrage incriminé, quoi, des femmes à barbe, ce n'est pas possible, manif pour tous, tout ça. Là il y a vraiment une réflexion sur l'idée de pouvoir peut-être mettre en avant, comme le dit très bien Daniel Roy, de manière
pas trop insistante, juste au détour d'une réflexion et sur un truc qui existe déjà dans un jeu. Donc il fait pas forcément du militantisme, du prosélytisme, il est juste en train de poser ça et il le pose de manière très intelligente pour que l'enfant, s'il le veut ou pas, il peut peut-être s'en saisir de l'encart et dire ah tiens papa, maman, est-ce qu'il y a possible qu'il y ait des femmes qui aient une barbe? Ça tombe très bien avec l'actualité pour ceux qui ont suivi. Hein, là en ce moment il y a un scandale sur une femme à barbe, je crois mannequin, si je dis pas de bêtises comme ça. Donc on est vraiment sur des sujets d'actualité, d'autres types de représentations de genre, d'autres parentalités. Et je vais vous donner quelques exemples, vous réagirez à l'occasion. Donc moi j'ai relevé par exemple le cas des familles monoparentales, c'est assez rare, mais on trouve beaucoup ça dans les jeux vidéo japonais, notamment j'ai relevé Persona 4 avec le personnage de Dojima, qui est comme on le voit à l'écran, le père d'une jeune fille qui s'appelle Nanako, qui l'évoque seul. Alors c'est très récurrent dans les fictions japonaises, que ce soit les animés ou les mangas ou les jeux vidéo. En général, quand l'autre parent n'est plus là, il n'est plus là du tout. C'est-à-dire que même si vous avez une séquence avec l'autre parent, en général, il y a une photo qui est tendue avec cet ancien parent et il y a le pouce sur la tête du parent. Donc il y a vraiment un truc, je trouve, dans les productions assez souvent japonaises où quand l'autre parent n'est pas là, père ou mère, il n'y a plus personne. J'ai relevé un autre exemple qui est aussi finalement le regret. Alors ça c'est un tabou qui a un peu défrayé la chronique et l'actualité, qui est le regret d'être parent et plus spécifiquement d'être mère. Alors pour ceux qui auraient justement suivi l'actualité, il y a une série d'articles sur Le Monde et sur Libération et ailleurs. Là en général j'ai mis le premier résultat Google qui m'est tombé sous la main. Il n'y a pas d'orientation politique pour le journal qui va être diffusé en scrolling, en l'occurrence Libération, donc qui a donné lieu à des débats notamment en Allemagne, mais pas que. Donc l'étude nous vient d'une Israélienne, je crois, qui s'appelle Orna Donatz. Elle est d'ailleurs disponible en ligne pour ceux que ça intéresse. On mettra les liens. Donc l'étude s'appelle Regretting Motherhood, Social Political Analysis, donc une analyse sociopolitique du fait de regretter sa maternité. Et là, je me demande finalement, est-ce que dans le jeu vidéo, ce genre de thématiques-là arriveront petit à petit. Moi, je trouve que la dernière occasion en date, et je vous redonne la parole, qui a été un peu loupée, ça a été le cas Fire Emblem, pour ceux qui ont joué, qui est sorti récemment sur Nintendo 3DS. Et alors, il y a eu un truc qui était assez chouette, c'est qu'on pouvait avoir des couples gays et lesbiens, mais on ne pouvait pas, c'est-à-dire on pouvait à l'issue de cette union avoir un enfant pour des couples hétéros, mais on ne pouvait pas avoir la proposition, mettons, d'une adoption d'un enfant. C'est vrai que ça demande plus de travail d'écriture, j'en suis conscient. C'est vrai qu'aussi que l'univers de Fire Emblem est plutôt médiéval et que c'était pas forcément dans les mœurs, mais justement, le propre d'une fiction, ça nous permet un petit peu de dépasser les cadres et de proposer ce genre de choses-là. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse la parole de nouveau pour savoir si vous avez des exemples de jeux qui permettent un petit peu de dépasser ces modèles classiques de parentalité, on va dire, qui vous viennent à l'esprit. Le seul exemple que j'aurais, il reste assez classique, c'est une forme d'adoption dans The Last of Us. Oui. Le héros va accompagner la petite fille, c'est pas la sienne, ça débarque comme c'est un paquet qu'il doit livrer. Et puis à la fin, il s'attache, il aime cette gamine. Enfin voilà, ils vont vivre mille et une choses et entre guillemets, il devient son père. Donc voilà, ça, l'adoption d'un père seul. Ça, c'est voilà, c'est bon, le contexte, c'est du post-apo zombie fourmi. Champignons, mais voilà, moi je m'étais creusé la tête et c'est vrai que ça arrive pas assez souvent parce qu'on est encore en train de se prendre la tête, ne serait-ce que sur la sexualité des personnages. Je renvoie au scandale Mass Effect, le premier épisode où ils ont caviardé toutes les options gays masculines, alors que pour la question féminine c'était passé et ils sont revenus, ils ont rétro-pédalé par la suite dans les 2 et les 3, mais sur la version PC les gens avaient trouvé le fait que ça avait été envisagé. Donc je pense que c'est le problème déjà tellement compliqué, rien que sur l'orientation sexuelle ça fait tellement de débats et tellement de réactions vives de critiques. Enfin EA qui est derrière ça et pourtant EA ils sont assez conservateurs quoi. Ils sont pris pas mal de critiques. Bon après ils ont racheté les studios qu'il y a derrière, mais ils sont allés là-dessus. Donc je pense qu'on va avoir du mal à voir émerger tout de suite des familles atypiques de disponibles. Et même on revient sur la notion de femme à barbe de tout à l'heure. Si tu prends les modèles de corps sur plein de jeux vidéo, pour les femmes en général t'as pas beaucoup de gabarits disponibles. C'est sûr.
Étienne, Fatia? J'ai pas d'exemple, mais c'est vrai, Mass Effect était intéressant. Tout d'un coup, tu avais des relations. Et pareil, le contrat de lecture, moi au départ, j'adore Mass Effect. Mais bon, je suis allé hop, c'est un grand jeu de science-fiction et tout. Puis petit à petit, quand tu commences à discuter, j'ai des relations. Moi, je jouais un homme, et tout d'un coup, j'ai des relations avec un autre homme assez curieuses. Mais c'est arrivé, c'était bien écrit. C'est-à-dire que c'est pas arrivé genre marketing, vous allez voir, coucou, nous on est cool et tout. Non, c'est arrivé. Tu vois, ils ont pas mis de trompette pour dire attention. Oui. Et je trouvais ça assez intelligent. Et comme là, l'idée de la femme à barbe, ils ont pas fait un focus dessus. C'est ça qui est intéressant, c'est que ouais, c'est une option et voilà, on y va tranquillement. On va pas faire du marketing dessus Oui. pour essayer de faire un bon ou un bad buzz. C'est pas grave, mais ça fera un buzz. Donc je pense que ça va évoluer. En Amérique du Nord, beaucoup en fait, beaucoup plus que nous en Europe, mais comme on est quand même alimenté énormément de jeux, on va dire canadiens, américains, je pense que ça va arriver. Enfin, je sais pas, je vais voir avec mes enfants doucement, mais non, mais je pense que, par exemple, la question du racisme, mais anecdote rapide, à la maternelle, petit garçon dit tiens, il parle d'une copine. Je dis c'est laquelle? Et il y avait une petite fille noire. Et puis je lui dis, à un moment donné, c'est la petite fille noire. Il me regarde, il me dit, mais non, elle est bleue. Elle avait un manteau bleu. Et là, je fais, voilà, il y a un. Enfin, j'étais super content. Non, mais j'étais super content parce que tout d'un coup, tu vois, des enfants de 4 ans, 5 ans, il n'avait rien à faire. Et je pense que dans les. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais dans les jeux vidéo, justement, avec cette jeune génération qui va arriver, il va plus y avoir. Ça va être normal. Enfin, je veux dire, c'est bon, c'est pas la peine de faire. Alors, il y aura toujours des débiles. Hein, enfin, voilà, ça, c'est. C'est le jeu. C'est le jeu. Voilà, mais le jeu, mais c'est partout. Bien tu sûr. sais, il y a quelques années, c'était quoi quand on a fait le film sur le Christ, il y a eu des comment dire, fatigué, des cinémas brûlés, voilà, la Passion du Christ. Voilà, donc, il y aura toujours des extrémistes, des gens comme ça. Et maintenant, honnêtement, enfin. Quoique sur les catholiques ça va, maintenant c'est ailleurs, c'est un peu plus tendu, mais ça, je pense que en rendez-vous dans 10 ans, je suis sûr que les options, ce serait intéressant d'ailleurs, toute une étude sur les options des personnages dans les jeux vidéo, est-ce que ça restera très standardisé ou au contraire Moi j'attends qu'on dépasse le débat, le faux débat des jeux sexistes, et il n'y a pas assez de personnages féminins, et les personnages féminins sont rarement principaux, puissants, forts. Quand on aura dépassé ça, déjà, on pourra s'attaquer au chantier des... Bien sûr, intéressant. Ouais. Alors, comme je vous l'avais promis, je voulais rebondir sur un dernier point avant de terminer cette première partie de Critical Book, parce que, comme vous le savez, je ne vous abandonne pas en si bon chemin. On a une deuxième partie de l'émission qui s'appelle « Tu me cherches » avec un invité en one-to-one. Donc, Julie avait évoqué un peu plus tôt la question finalement des parents défaillants, et moi je voulais parler finalement de la question des parents abusifs. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et en l'occurrence un jeu qui a un peu doublement défrayé la chronique pour son sujet et le fait que la promo reposait là-dessus, contrairement à ce qu'Étienne nous disait, c'était Papo Ennio. Donc Papo Ennio, on incarnait un jeune garçon. Alors là au moins c'est cash, parce que c'est-à-dire qu'il y a une dédicace dès les premières secondes du jeu, enfin dédicace. Le jeu est dédié par le créatif à sa sœur qui était victime de ce monstre, donc la métaphore est complètement là, c'est leur père qui était justement alcoolique et qui est à la fois un allié et a des crises de folie pendant le jeu, donc on joue dans ce truc qui est un peu trouble et qui devient de plus en plus gênant dans le jeu. Alors je vais pas plus me prononcer que ça, si ce n'est dire que l'expérience n'est pas mauvaise en soi, mais sa conclusion, à mon sens, est complètement ratée, parce que je trouve qu'il n'y a pas du tout de sas pour symboliser les choses. On se retrouve avec un truc très 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 brut dans la révélation est assez évidente, on s'en rend compte assez vite dans le jeu. C'est un monstre qui, en gros, dès qu'il est en contact avec des grenouilles, type grenouilles hallucinogènes, puisqu'on est dans un contexte type favelas, Amérique du Sud, devient pris de folie. Donc voilà, les grenouilles, c'est une métaphore de la bouteille, évidemment. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir tourner le jeu, ou y ont joué. Jamais. Des retours, pas plus que ça. C'est pas du tout. Donc il y a quelques exemples, effectivement, de jeux avec des parents abusifs aussi, donc on a des représentations qui sont pas forcément très simples déjà, quel que soit le support de l'œuvre, donc comme quoi c'est possible dans le jeu vidéo. Oui. Il y a, pour ceux qui connaissent le jeu Psychonauts, à la fin, il y a la peur du père qui est un boucher.
et qui est d'ailleurs un des boss. Et donc, il y a une représentation d'une angoisse de l'enfant vis-à-vis du parent. Et il y a aussi l'inverse d'ailleurs de représentation d'angoisse pour qui a joué à Claire, l'angoisse du père potentiel avec le bébé qui le course. Pour qui veut voir la séquence, elle est assez intéressante. Et une très bonne manière, je pense, de terminer sur un sujet pas très très joyeux, mais qui en tout cas nous aura permis de couvrir, je pense, l'ensemble des représentations de la parentalité. Je vous avais dit que ça allait être du contre-pied, hein. Les rentrées, c'est jamais facile, hein, vous savez. Donc, je vais faire un dernier tour des invités pour les remercier de leur participation. Donc, merci à toi, Julie, Fatia également, et Étienne, qu'on retrouve tous les deux. Ce sera inscrit sur le bandeau de l'émission, sur vos Twitter, hein, si vous voulez continuer l'aventure avec eux, leur poser des questions sur leur passion du jeu ou les éditions volumiques à Étienne, si vous, voilà, n'hésitez pas. Donc de nouveau, on va marquer une courte pause. Hein, pour rappel, juste avant la pause, hein, l'ouvrage de tes questions, et je remercie encore l'auteur, donc Daniel Roy, Terraria, donc The Ultimate Survival Handbook. Je me suis demandé si l'ouvrage était disponible ou pas, parce que j'en ai vu qui ressemblait à ça sur Minecraft en français ou pas. Je me renseignerai, je tiendrai au courant ceux qui pourraient être... c'est le cas ? En tout cas, je ne sais pas si c'est exactement la même collection. Les Minecraft mais à la existent. maison, j'en ai plein de Minecraft. Voilà, donc reste à vérifier. Et Étienne Mineur vous confirmera par Twitter interposé si ça existe, avec photo à l'appui. J'avais une requête en tant que maman auprès des constructeurs de machines. La caméra est à toi. Sony PlayStation et Microsoft, si vous pouviez essayer de penser à des manettes adaptées aux petites mains, parce que justement là, dans ma tâche de transmission des jeux vidéo, mon fils a les mains trop petites pour les manettes de PlayStation, et c'est tout bête, mais ça faciliterait grandement les choses. C'est loin d'être bête, c'est de l'ergonomie de base, et un jour peut-être, petit spoiler, un autre type d'ergonomie qui est très souvent le parent pauvre du jeu vidéo, c'est les personnes en situation de handicap. Aussi. T'as un harnais pour la manette Xbox, je crois, qui existe pour les personnes en situation de handicap, en fait, qui réduit très largement la puissance nécessaire pour activer les targets. Ça reste encore très minime par rapport au handicap existant. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait, je fais un coucou à Patard, donc qui se reconnaîtra, qui s'intéresse beaucoup à la question, et je vous invite aussi à écouter un podcast d'une personne qui aurait dû faire partie des invités, donc Jean Noël, son nom complet, du podcast Papa à quoi tu joues, qui a dédié un numéro justement sur la question du jeu vidéo et des situations de handicap. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Critical Book avec la rubrique Tu me cherches. De retour pour cette toute dernière partie de Critical Book comme promis, donc partie l'émission qui s'intitule Tu me cherches. Je rappelle le concept pour ceux qui n'auraient pas vu le pilote de Critical Book. Donc un invité en face à face, non plus une discussion, enfin si toujours une discussion, mais plus une discussion débat. Et on essaye de découvrir un profil un petit peu atypique, c'est le mot facile, mais des gens qu'on va pas forcément voir devant de la scène. Et en l'occurrence, j'ai avec moi Nicolas Tilly. Bonjour Nicolas. Salut Mehdi. Alors Nicolas Tilly, tu es, pour essayer de résumer un peu tes fonctions principales, artiste, chercheur et plus ou moins auteur. On va y revenir. Enfin, tu publies certains contenus sur lesquels on va revenir tout au long de ton profil. Toujours difficile à définir. J'imagine. Alors, donc, moi, ce que j'ai relevé par rapport à ton parcours et de ce qu'on a pu échanger, hein, parce que c'est pas la peine de la faire en mode secret d'État, on se connaissait auparavant, ce qui m'a motivé à t'inviter, c'est que c'est vraiment ton intérêt pour les transformations, et comme tu l'appelles dans le sous-titre un de tes bébés, on va dire, on y reviendra après. Je vois. Ce que tu appelles les mutations culturelles du jeu vidéo. Alors, est-ce que tu pourrais, c'est la question tarte à la crème, mais un petit peu, en quelques mots, nous définir ça, sachant qu'on va y revenir un peu plus tard. D'accord. Donc oui, effectivement, c'est un peu la baseline d'une revue qui a existé il y a quelques années, qui est actuellement en stand-by. Alors, finalement, c'est assez simple. C'est-à-dire que les mutations culturelles issues du jeu vidéo, ça me semblait un état des lieux, il y a quelques années, d'une scène artistique qui tisse des liens avec le jeu vidéo. Ouais. Voilà, c'était principalement ça au départ. Parmi les domaines qui m'intéressent, qui m'ont intéressé, qui m'intéressent toujours, je voyais que ça soit
principalement dans le champ des arts plastiques, c'est-à-dire des gens qui vont avoir un travail présenté principalement dans des expositions, donc de type installation, de type plurimédia. Donc c'est vrai que là, je cite moins, par exemple, le cinéma ou des choses comme ça, qui étaient déjà un petit peu plus connu, on va dire, au niveau des tissages entre le jeu vidéo et les autres formes. Mais vu que tu es dans les arts plastiques, la question de la vidéo est toujours présente. Exactement, c'était celle qui me préoccupait et, entre guillemets, celle que je pouvais connaître. Voilà. Très bien. Donc, c'était vraiment une réflexion pour moi de dire que les choses n'étaient pas forcément face à face, n'étaient pas forcément cloisonnées, et de dire que, donc ça, c'était peut-être un constat assez classique pour ceux qui se disent qu'évidemment, toutes les choses sont assez mutantes aujourd'hui, mais voilà, c'était au moins, toi, comment est-ce qu'on en arrive faisons-les dialoguer. Exactement. Comment faisons-les dialoguer, et puis toute baseline est un peu aussi un petit slogan, et donc porter un petit peu l'étendard, de dire regardez aussi certains artistes fabriquent des objets, des choses ou des projets artistiques inspirés du jeu vidéo. Alors, voilà, pour justement que ça fasse pas peur quand même aux spectateurs qui seraient tombés ou pas par hasard sur l'émission de jeux vidéo, il va être question, et vous allez voir même des fois qu'il y a des inspirations presque troublantes dans certaines œuvres, qu'elles viennent de Nicolas ou d'autres artistes dont il a pu parler. Alors déjà, un premier hasard de programmation, c'est que j'ai invité Étienne Mineur en première partie, et vous avez un point commun sur lequel on va commencer, c'est que vous avez tous les deux participé à des cycles de conférences qui s'appelait Design, s'écrit DI/ZII-N. Donc vous allez avoir une petite illustration visuelle donc, du logo. Je disais, vous avez participé parce que malheureusement ces conférences n'existent plus. Elles avaient lieu au Grand Palais et en alternance à la Gaîté Lyrique, je crois sur les derniers temps. Et donc Étienne, par exemple, avait fait une présentation autour d'un cycle sur les questions du Japon dans les arts, avait fait une présentation entre autres dans les arts visuels, la culture populaire, des jeux vidéo, certains jeux vidéo japonais, en prenant, grand bien lui en a fait, des jeux peut-être les plus what the fuck comme Katamari Damacy ou Choaniki, ou des jeux complètement barrés. Donc pour revenir justement à toi, donc en quelques dates, on peut retenir de 2009 à 2011 ce que j'ai un petit peu résumé comme étant tes années design, mode et portfolio. Alors ça, j'ai vraiment résumé parce que donc tu commences à exposer, ce qui est quand même assez symbolique pour un artiste. Et d'autre part, j'insiste sur le portfolio parce que c'est quand même, c'est pas seulement le côté, j'allais dire administratif, non, pas seulement le côté professionnel, te promouvoir, mais un objet qui reste quand même très central, qui reste, moi, de ce que j'ai pu voir, limite fil rouge de ton travail. Déjà, je sais pas si tu voulais réagir par rapport à ça. Oui, c'est vrai que bon, c'est avec toute la modestie évidemment possible. C'est vrai que c'est un parcours. Alors, comme tu l'énonçais, il peut y avoir un point de départ et il y a les différents projets qui m'animent aujourd'hui. Mais c'est vrai que tu as raison de l'aborder de cette manière-là parce que c'est toujours assez intéressant de voir quelles sont les préoccupations qui durent dans le temps. Parce que en général, c'est celles qui sont la colonne vertébrale. Tu t'as dit fil rouge, c'est vrai que c'est un synonyme. C'est la même chose, mais c'est tout à fait vrai. Donc, je n'étais pas trop à côté de la plaque. Non. Et... Après, alors, on le verra dans la discussion dans les prochaines minutes. Il y aura peut-être des choses sur lesquelles je préciserai qui seront peut-être moins d'actualité et d'autres qui sont peut-être nouvelles. Mais c'est là aussi tout l'avantage. On vous l'a dit au tout début. Et je vais mettre les pieds dans le plat avec un de tes portfolios, ou en tout cas de tes présentations, qui s'appelait Higher Spaces, donc des espaces plus élevés. Et là, ça y est, vous pouvez de nouveau avoir des étoiles dans les yeux. On va reparler de jeux vidéo. Donc tu dis pas mal de choses. Alors déjà, tu as une partie qui est assez chouette où tu parles justement de ligne d'horizon. Alors on va illustrer pour la première avec, vous allez vous dire mais pourquoi, une image de Call of Duty et où tu parles de la question de l'horizon par rapport à tout ce qui est de la question le fameux cover qu'on peut avoir dans les jeux de tir, notamment qu'ils soient FPS ou TPS, ce moment où on se pose et puis le réflexe d'après c'est de regarder au loin et puis de tirer et de fraguer l'ennemi. Et donc, je cite une des parties de ton portfolio. Donc les joueurs se fondent sur les mêmes notions visuelles que dans la vie réelle. Par exemple, pour s'abriter quand l'adversaire ouvre le feu, les lignes de vue dans l'espace conduisent au rapport risque-récompense. La géométrie en perspective fait son apparition. Et donc tu commences,
Alors forcément, je vois certains spectateurs qui vont se dire ouais, c'est juste des snobs qui parlent avec des grands mots de jeux vidéo. Mais ce qui est assez chouette, c'est que tu gardes toujours ce côté ludique, parce que tu enchaînes avec un autre visuel qui est celui de Space Invaders. Donc là, c'est l'ami du grand écart, bonsoir. Et tu nous dis de manière un petit peu espiègle, si je te vois, c'est que tu me vois. Donc moi, la façon dont j'ai entendu simplement, c'est de dire aux gens qu'on peut aussi, dans une analyse artistique, voir des perspectives telles que celles du champ de l'art dans un Space Invaders à 20-30 ans de différence, retrouvés dans un Call of Duty, et même encore plus récemment, là tu m'as beaucoup fait plaisir à mon cœur de fanboy, avec une illustration de Vanquish, juste après, qui, moi j'ai interprété comme ça, tu me diras, mais lui rajoute en plus de la ligne d'horizon le côté brouillard et complètement brouillé de la ligne, parce qu'on a ce côté, c'est plus du comment on appelle ça, du bullet time, mais c'est une espèce d'accélération qui fait que la ligne d'horizon n'est plus et joue complètement sur la perspective des joueurs. Donc, je ne sais pas quel est ton retour par rapport à ça. Est-ce que c'était ta volonté Il y a déjà pas mal de choses, mais c'est vrai que ces jeux vidéo-là, ils m'ont intéressé depuis, on va dire, le début en tant que joueur. Donc, il y a déjà quelques années. Mais la question sur laquelle je me suis amené à m'interroger, enfin à rentrer en profondeur dans les choses, parce que on n'est pas toujours obligé de le faire. Et évidemment, le jeu vidéo, c'est autant du bon temps que ce qui peut se cacher derrière. Donc il y a une latitude qui est très intéressante. Pour revenir à la première image de Call of Duty, Vanquish, Space Invaders, en tant que joueur, j'ai trouvé très intéressant la position comment est-ce qu'on pourrait dire, géographique, spatiale dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que, alors déjà personnellement, moi j'ai un faible plus pour le TPS que le FPS. Parce que j'ai trouvé que en termes de contrôle et d'immersion, ça peut peut-être paraître un petit peu paradoxal, puisque le FPS pourrait être le mode de jeu le plus proche de la réalité, le plus immersif, et il l'est pour plein de côtés. Mais c'est vrai que le TPS avait quelque chose qui m'a intéressé sur le côté caché, masqué. Est-ce qu'on me voit? Est-ce que je vois? Et donc tout ce jeu presque de cache-cache, ludique, et après donc amené dans un univers, et après avec toute la recette du jeu vidéo qui va avec. Donc c'est vrai que ça trouble les joueurs d'ailleurs, parce que quand on regarde un exemple qui a été un carton, malheureusement pas en termes de vente si ce n'est sur le long terme, mais Mirror's Edge, un des réflexes des joueurs en termes de bidouille PC, ça a été de basculer sur un mode TPS. D'accord, alors je l'avais moins vu. Je crois d'ailleurs même que, j'ai peur de dire une bêtise, les spécialistes de speedrun et de tout l'assisted speedrun nous corrigeront ou pas, que ça permettait dans certains jeux justement cette modification qui normalement n'est pas prévue pour le jeu initialement, d'améliorer encore les performances ou de mettre en scène autre chose. C'est vrai que moi je trouve ça très intéressant, c'est vrai que ce point-là je connaissais pas cette anecdote sur Mirror's Edge, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait des joueurs qui l'aient fait, parce que ils peuvent avoir des raisons qui sont propres, c'est-à-dire en termes de confort de jeu, peut-être de performance, puisque tu as parlé de speedrun, mais aussi performance, ça régit toujours au top avec l'illustration. Bien sûr, et bien sûr, c'est aussi une modification spatiale. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait ça ont déplacé la position du joueur. Donc, ils ont amené une autre manière de rentrer dans le jeu, vraiment en termes spatial. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais amener avec ces trois exemples que tu citais. Donc, comment est-ce que spatialement il y avait quelque chose qui se faisait, quoi? On va continuer à se perdre dans l'espace, mais je vais pas trop te perdre de vue, parce que toujours dans ton portfolio Higher Spaces, donc il y a un exemple, on va voir deux vidéos alternativement qui sont celles de, tu vas voir vite où je veux en venir, Asteroids et un exemple de battle qu'il y avait dans les anciens Mario. Tu vas voir ça à l'écran, tout comme les spectateurs. Et là, donc, ce qui t'a intéressé, c'est la question du jeu vidéo avec les limites. On est toujours dans l'espace, mais c'est plutôt cette fois-ci avec les limites. Et tu parles, alors je sais pas si tu as un concept français qui serait équivalent, mais de wrapping special, donc en gros d'espace, de recouvrement de l'espace et de passage d'un extrême à l'autre. Donc Asteroids, là vous voyez quand vous arrivez à une limite de l'écran, vous passez de l'autre, vous revenez sur le côté opposé de l'écran que vous avez dépassé. Donc la ligne d'horizon, etc. Dans l'autre extrait que vous allez avoir aussi de Super Mario, c'est pareil. Donc, est-ce que tu peux nous en dire justement un petit peu plus? C'est la suite, l'évolution de ce qu'on s'est dit juste avant. En fait, encore une fois, c'était quels sont les
comment dire, les possibilités offertes par le jeu en termes spatial. Alors, le FPS, le TPS sont des jeux 3D, donc d'immersion spatiale avec une profondeur, avec des éléments dans la 3e dimension. C'est vrai que ces jeux-là sont en 2D, donc sur des univers plats, mais j'ai trouvé très intéressant cette petite feature, on va dire, de sortir de l'écran. Parce que, encore une fois, qui dit espace, au sens le plus simple du terme, dit forcément limite, ou en tout cas, y en a-t-il. Donc là, ça renvoie à plein d'imaginaires, et évidemment, c'est peut-être avec celui-ci d'ailleurs que cet imaginaire-là, venant de l'espace des jeux que j'expérimentais, est peut-être le plus foisonnant. La littérature, le cinéma et toutes les formes d'art ont eu à même de questionner les limites. Oui. Donc ça, c'était toujours quelque chose qui était assez intéressant. Et pour faire ce lien justement avec l'espace, qui disent de se confronter à un espace, dit d'expérimenter les limites, c'est toujours assez plaisant, en tout cas, d'aller voir jusqu'où on peut aller. Donc c'est vrai que c'était 2 petits exemples qui, je trouvais, étaient parlants et pouvaient connecter cette idée, en fait. Portfolio, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Alors on va aller sur un autre espace, mais tu ne te refais pas, tu restes quand même toujours sur la modification des espaces. On va aller sur l'espace du corps. Et sur l'espace du corps, tu as une installation que moi j'ai trouvée très chouette, peut-être que tu me vois venir, qui s'appelle Devant l'appareil enregistreur. Ah oui. Là encore, il est question de jeux vidéo, mais avec une modification de l'espace du visage, en l'occurrence. On va avoir un petit extrait vidéo qu'on va vous diffuser, et on va revenir juste après justement l'extrait vidéo, parce qu'il y a un petit peu de son, histoire de ne pas parler dessus, et de profiter de l'étrangeté de la vidéo. J'ai bien suivi les instructions, comme à chaque fois. Comme tout le temps. J'ai parlé, beaucoup parlé, mais pas que. J'ai fait la grimace aussi. J'ai développé des plissements improbables de mon sourcil droit. Alors donc vous avez vu, c'est assez particulier pour tout de suite remettre les pieds dans le plat, et je te pose 2 questions en une, donc tu vas réagir évidemment à la vidéo. Oui. Et puis ça c'est mon cœur de, comme pour Vanquish, de fanboy qui bat. On va passer un autre extrait vidéo avec du son lui aussi du jeu Killer 7, et je me demandais, est-ce que ça a été de près ou de loin une inspiration? Vous allez voir autant graphiquement que visuellement qu'il y a quand même des proximités sur ce travail que vous venez de voir très brièvement de Nicolas Tilly. Donc avec une petite vidéo de Killer 7 qui devrait arriver sous peu, si le feedback est là. Merci. Alors, donc on a ce côté très voice coder, modification de voix avant que Kanye West le porte nu. Donc voilà, déjà, quelle est ta réaction par rapport à ce travail, ce projet que tu avais porté, pas seul évidemment à l'époque, et est-ce qu'il y a une parenté, ça c'est ma question bonus, avec Killer 7 de près ou de loin? C'est vrai que le côté énigmatique de cette petite séquence peut demander quelques précisions. Ouais. Alors, par on a du LA noir au loin, pour ceux qui auraient pas reconnu. Voilà. Donc, c'était à l'origine, dans la poursuite des éléments qu'on vient de se dire juste avant, c'est-à-dire la question de l'espace, c'était avec LA Noir, donc le jeu inspiré de Rockstar. On va dire c'est du James Ellroy en jeu vidéo, pour faire très simple. C'est ça. Était dont un des éléments, alors on peut dire marketing ou technologique, en tout cas qui entourait le jeu, était que la motion capture issue des acteurs, donc qui jouaient les rôles du jeu, était censée être à la pointe de la technologie à ce moment-là. Ça a été assez important au moment de la sortie du jeu, dont j'ai d'ailleurs un peu oublié la date. En tout cas, oui, je l'ai plus à l'esprit. Je l'ai plus à l'esprit. En tout cas, il y a déjà quelques années. Donc voilà, tout qui dit technologie dit forcément amélioration. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Mais je reprenais la chose au moment où LA Noire était sorti. J'ai trouvé intéressant d'imaginer un projet à partir de ça. Parce que j'ai écouté l'émission tout à l'heure, Pokémon Go a été évoqué, et quand un jeu est marketé, il peut y avoir plein d'éléments qui parlent autour, que ça soit les joueurs, que ça soit l'utilisation de la communauté, que ça soit des détournements, ou que ça soit d'autres types d'utilisation non prévus au départ. Là, j'ai trouvé que du coup, cet élément qui était mis en avant, donc qui était assez facilement trouvable, j'ai pas eu besoin de chercher très longtemps pour trouver
ces sources, ils amenaient une volonté et une mise en avant technologique qui était très importante au niveau du visage. Et je me suis dit, vu qu'on va rentrer dans cette ère, c'est-à-dire de rentrer dans les visages des acteurs pour les transposer dans le jeu vidéo à un niveau très précis, c'est-à-dire moi je voyais ça comme quelque chose qui évoquait le 4K aujourd'hui, le Blu-ray, la VR, donc c'est-à-dire vraiment une immersion. Et la référence à cette tête polygonée, donc qui est mon autoportrait, donc qui est ma tête grossie et facettisée, on va dire. Ça ressemble un peu au travail, pour ceux qui sont fans de Six Feet Under, de Claire Fisher sur une des dernières saisons, qui fait des visages de sa famille. Effectivement, avec j'ai vu des images de sur photos Internet. découpées. Voilà. Enfin bref, je te coupe. Bon, mais il y a plein de références et c'est très bien. Alors toi, t'en as vu une aussi avec Killer 7 que j'avais moins à l'esprit. que j'avais un petit peu moins à l'esprit. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la voix, j'avais ces détournements-là en tête et je voulais que la modification soit dans le projet. Donc j'ai réuni un petit peu toutes ces idées-là qui viennent de choses comme ça, issues d'intentions, de sentiments vis-à-vis de ce qu'on pourrait faire à partir de ça. Donc juste pour terminer, ce projet-là donc s'est passé de manière publique au laboratoire d'Aubervilliers, juste à côté de Paris, qui est un lieu d'art, donc dans lequel il y a des programmations artistiques, des interventions, des lectures, des expositions. Donc c'est très côté du 94 aussi à Ivry, pour ceux qui ne sont pas hors on va dire, qui n'ont pas peur des limites de Paris. Vous pouvez vous régaler en termes de programmation. Il y a des trucs très très exactement. Et donc c'était une représentation publique. On l'a peut-être un tout petit peu moins vu dans la vidéo puisque c'était un plan relativement serré au niveau de ma tête et du projet, mais il y avait du public. Donc l'intervention durait une grosse vingtaine de minutes avec cette vidéo de L.A. Noire diffusée en arrière-plan. Voilà. Donc il y avait un jeu que je laissais aussi aux spectateurs de voir un petit peu cette relation entre les visages qui semblait très réelle et le mien qui semblait revenir en arrière dans on va dire dans la partie préhistorique du jeu vidéo. Oui, c'est ça. Où les débuts de la 3D étaient étaient évidemment moins poussés. Voilà. Et l'architecture aussi et l'espace venaient se confronter. C'est-à-dire que le visage devenait, pour moi, je me disais si dans les concepteurs de L.A. Noire, le visage était très important puisque, alors, une petite précision au niveau du visage et ça fait un pont avec le son, la voix, c'était que aussi, s'ils amenaient une technologie aussi poussée au niveau de la capture des visages, c'était que du coup, le doublage était censé être vraiment très bon. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans l'histoire par les personnages, par ce qu'ils racontent et par la synchronisation des lèvres. Ce qui, on le sait, est quand même un élément, comment on peut dire, très important quand on veut rentrer dans une histoire et que les personnages parlent et qu'il y a des cutscenes dans le jeu. Voilà. Donc c'était tout un environnement qui venait s'inspirer du jeu, d'une technologie, de ce qu'il y a autour. Un triple niveau de trouble, parce que c'est vrai qu'aussi de voir ce masque-là, de base, ça peut surprendre. J'invite ceux, pareil, toujours, la culture c'est accessible, blablabla, bon, des fois un peu mon œil, mais vous avez un article qui est disponible, je crois, gratuitement, si je ne m'abuse, d'un chercheur qui s'appelle Yannick Kerner, K-E-R-2-N-E-C-H, sur le phénomène d'Uncanny Valley, pour ceux qui connaissent, Vallée de l'étrange, donc qui vient troubler la perception de ce qui n'est pas humain, mais se rapproche excessivement de l'humain, qui fait un parallèle avec L.A. Noire, sans surprise. Donc je vous invite à le lire, c'est disponible en ligne si vous cherchez avec le nom que je vous ai donné, L.A. Noire, Uncanny Valley, vous devriez trouver a priori sans trop de soucis. On va malheureusement essayer de rusher parce que le temps nous manque. Donc en guise de conclusion de ce Higher Spaces, il y avait une illustration d'un artiste qui s'appelle Xavier Veilland, si je prononce bien. Alors là, c'est assez troublant parce qu'on va voir l'image que la régie va nous diffuser. Et franchement, quand j'ai vu cette illustration-là, tu me parlais de pont avec le jeu vidéo et l'art, je me suis dit, c'est source d'inspiration super hot, direct. Je me suis dit, c'était le genre limite, si les artistes avaient créé des trucs de base pour créer leur jeu, ça aurait pu être ça. On voit surtout avec le personnage de droite, on a des perspectives, on a des volumes qui sont quand même assez intéressant. Donc, et je te laisserai y revenir en conclusion si tu le souhaites sur cet artiste, juste pour conclure avec le fait que toi ensuite, 2012, ça a été l'année charnière un petit peu avec le lancement officiel d'écriture vidéoludique. Exactement. Qui était ta revue format numérique, qui donc en fait est née en 2005 et par truchement a fini par sortir donc revue gratuite, encore trouvable et disponible pour les 2 premiers numéros. Voilà. Et d'ailleurs j'ai même joué mon Jean-Pierre Foucault. J'ai ramené un
reliquat parce que tu as toujours travaillé sur tous les espaces et lorsque je t'avais déjà rencontré, mais que tu m'avais offert à la Gaieté Lyrique, qui était Item. Donc en fait, c'est un collector, complet, donc qui était une revue, un one shot donc pour promouvoir écriture vidéoludique qui avait été distribué à la Gaieté Lyrique. Donc toujours ces mutations, comme tu le dis, c'est pas que de l'esbrouf de l'art et de la culture autour du jeu vidéo sous toutes ses formes. Donc on va avoir pour terminer le logo d'écriture vidéoludique, et puis tu vas pouvoir nous dire un dernier mot pour conclure sur ton projet actuel qui est Bug, qui est la continuité, je pense, si je m'abuse pas trop, d'écriture vidéoludique, et où tu as pu négocier des subventions qui t'ont permis de pousser encore plus loin ton projet. Donc voilà, là c'est carte blanche pour conclure à toi, pour nous parler de Bug. Et voilà, on va finir sur ces deux projets-là qui sont des extensions des travaux qu'on a vus sous une autre forme. L'écriture a toujours été aussi quelque chose qui m'a passionné par rapport à la recherche et par rapport aux idées qui peuvent venir de manière très simple. Parce que, encore une fois, ce que j'évoque là sont pas des choses qui sont sorties d'éléments complètement inconnus. On parle du jeu vidéo, le jeu vidéo est quand même ultra répandu. On a parlé d'Ailey Noir, c'est quand même pas le jeu le plus obscur existant. Donc voilà, c'est des choses qui prennent leur source de ce que plein de gens peuvent aussi expérimenter par eux-mêmes. Voilà, ça c'était la petite boucle pour rebondir sur ces différents éléments. Alors, écriture vidéoludique en quelques mots, je vais pas m'étaler trop rapidement malheureusement. Donc c'est une revue encore actuellement disponible, sur laquelle il y a 2 numéros. Alors, les intentions, elles étaient celles-ci, c'était de réunir différentes personnes au sein d'un même numéro, venant d'horizons divers. Journalistes, designers, chercheurs, donc avec des casquettes très couteau suisse, artistes au sens artistes visuels, donc des gens qui vont amener des rubriques plus portfolio, donc photographie, visuel, détournement. Game designer, avec Étienne Perrin qui était sur le premier numéro par exemple, tout à fait. Le père de Zorbier, de Jauge. Exactement, c'était sur Jauge. À cette époque-là, Zorbier n'était pas encore sorti, mais effectivement, Étienne Perrin étant une personnalité très intéressante, c'est vrai que dans le numéro, je laisserai les auditeurs découvrir tout ça. C'est ça. Donc, c'était de réunir toutes ces personnes pour faire une espèce de tambouille pour exposer ce que peut être notre vision des mutations culturelles issues de jeux vidéo. Donc, c'était vraiment quelque chose qui se voulait accessible à tous, parce que les points d'entrée sont très nombreux. Les points d'entrée peuvent être « j'aime le jeu vidéo », qu'est-ce qu'on peut me proposer que je n'ai peut-être pas vu ailleurs, dans d'autres médias, dans d'autres sites d'information. Et donc, le côté curiosité, qui est un aspect très simple. C'est cabinet de curiosité pour prendre un cabinet peu très de curiosité, justement du champ de l'art. Exactement. Moi, je l'ai vu ça, comme c'est tout à fait une porte d'entrée. Après, pour des gens qui ont des connaissances et qui veulent se dire, comment est-ce qu'on peut réunir le culturel et le jeu vidéo? Voilà, ça... C'est une question qui est très vague et sur laquelle on n'a pas donné de réponse, mais en tout cas, on faisait une proposition par rapport à ça. Donc la Gaieté Lyrique a été un moment important parce que ça a été un petit peu aussi symbolique au niveau physique de pouvoir nous accueillir sur le lancement de ce numéro. Voilà, et puis eux aussi ont cette ambition-là. C'est très simple, ils ont plein de chantiers évidemment, mais c'était d'accompagner ces choses-là par rapport aux jeux vidéo et aussi de manière assez largement le champ de l'art, l'art numérique, l'écriture et les arts visuels. Voilà, écriture vidéoludique était cette intention un petit peu grosse et ambitieuse aussi, évidemment, parce que il faut voir qu'est-ce qu'il en sort de tout ça. Et la proposition a été faite sur 2 numéros. Voilà. Donc à chaque fois, c'était des personnes différentes et des contenus différents sur cette même optique. Et donc Bug. Et voilà. Et pour finir, aujourd'hui, donc écriture vidéoludique est en stand-by, en pause, en fait. En mutation, on va pas se refaire, pour changer de nom et changer de contexte. Je vais faire très rapide. J'ai eu la chance, en présentant écriture vidéoludique, un contexte qui est un concours à l'origine qui s'appelait au moment, donc c'était en fin 2015 et qui s'appelle toujours aussi cette année Media Maker. Donc je leur ai présenté écriture vidéoludique, donc les 2 numéros qui ont été faits, pour essayer d'aller plus loin en termes d'organisation et de vision à l'intérieur du média et du journal. Alors, pour aller plus loin, je vais faire encore une fois assez simple, c'est de trouver les moyens de faire ce qu'on veut,
Et ça, c'est pour les gens qui sont dans la création de médias, dans l'information et qui veulent créer des formats, c'est une vraie préoccupation, à savoir comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc on a été sélectionné, on a remporté ce concours avec 2 autres médias, on a été aidé en début d'année avec une phase d'incubation, donc pour que ce projet-là devienne une entreprise sur laquelle le magazine va se lancer, toujours au format numérique, principalement mobile, donc sur les smartphones iOS, Android, voilà le parc classique, et reproposer les nouvelles idées qu'on a sur Feu écriture vidéoludique. Voilà, on va aller un petit peu plus loin et les choses seront encore une fois assez ambitieuses, mais pour le plaisir de tous. C'est tout le malheur qu'on te souhaite. Merci. Merci d'avoir été là, Nicolas. Merci Mehdi pour l'invitation. Je t'en prie. Merci à toutes et à tous. Vous me retrouvez au Twitter _Mehdi. Vous pouvez réagir parce qu'évidemment, j'en suis conscient, l'horaire de diffusion en direct est pas forcément évident. Vous n'êtes pas encore forcément rentré chez vous. Vous n'avez pas eu l'occasion. Vous préférez aller boire un apéro avec les copains. Je comprends tout à fait. Vous me retrouvez donc en VOD très bientôt. N'hésitez pas à réagir, de me dire ce qui vous plaît ou ce qui me déplaît. Un grand merci à la technique, donc à Victor et Théo, donc les hommes de l'ombre, sur la réactivité et tout ça, vraiment très très chouette, surtout vu ce que je demande sur l'émission. Et puis on se retrouve, si tout va bien, donc normalement c'est le cas, le mois prochain sur les ondes donc de la Web TV, jeuxvideo.com, Gaming Live. Ciao!